Ce podcast inclut du contenu généré ou enrichi à l'aide d'outils d'intelligence artificielle. Les informations partagées sont fournies à titre strictement informatif et ne constituent ni des conseils financiers, ni des conseils d'investissement, ni des conseils juridiques. Nous vous recommandons vivement de vérifier ces informations de manière indépendante et de consulter des professionnels qualifiés avant toute prise de décision. Luxembourg Funcast en français. Bienvenue à notre analyse approfondie de la société en commandite spéciale, la fameuse SCSP luxembourgeoise. Un véhicule d'investissement alternatif incontournable, effectivement. Absolument. Et aujourd'hui, on va se pencher sur ses mécanismes, ses obligations, son contrat social, le Limited Partnership Agreement, ou LPA, mais aussi les négociations, les aspects pratiques, coûts, délais. Et sans oublier, bien sûr, l'évolution réglementaire. C'est un point crucial actuellement. Tout à fait. On sent bien que le paysage change. Oui, et 2 points ressortent vraiment des analyses. D'abord, l'importance capitale du LPA. Ce n'est pas qu'un simple contrat, c'est la colonne vertébrale du fonds. Sa constitution, en quelque sorte. Exactement. Et deuxièmement, on voit bien que l'ère de la réglementation légère, si elle a jamais vraiment existé comme telle, est révolue. On s'oriente vers plus de cadrage. Clairement, une convergence vers un cadre européen plus robuste. On pense à la EIF-MD 2, aux circulaires de la CSSF, aux normes fiscales. D'accord. Alors, commençons par la base. La CSSP, qu'est-ce qu'il a défini fondamentalement ? Eh bien, c'est une société commerciale, régie par la loi modifiée de 1915, introduite en 2013. Sa grande spécificité, c'est son absence de personnalité juridique distincte. Ah oui, c'est l'élément différenciant majeur. Tout à fait. Elle s'inspire beaucoup des partenariats de common law. Il faut au moins un associé commandité, le General Partner, ou GP, responsable indéfiniment, et un commanditaire, le Limited Partner, LP, dont la responsabilité est limitée à son apport. Mais comment une structure sans personnalité juridique propre peut-elle fonctionner au quotidien, détenir des biens ? C'est là toute l'ingéniosité du système. La loi lui reconnaît la capacité de détenir des actifs bien distincts de ceux des associés et même d'agir en justice. D'accord. Et surtout, ça ouvre la porte à une très grande liberté contractuelle. La loi donne un cadre minimaliste, mais c'est le LPA qui règle l'essentiel du fonctionnement. Donc ce statut un peu hybride permet aussi la transparence fiscale, j'imagine. C'est un de ses grands attraits, oui. Fiscalement transparente. On comprend mieux pourquoi le LPA est si central. Comment on met en place et on gère une SCCSP concrètement ? Alors pour la création, si elle n'est pas réglementée, c'est assez rapide. On rédige et signe le LPA, souvent sous sang privé. Simple, donc. Relativement. Ensuite, il faut enregistrer un extrait, attention, juste un extrait simplifié, au Luxembourg Business Registers, le LBR. Et cet extrait est publié ? Oui, au RSA, le recueil électronique des sociétés et associations. Mais, point important pour la confidentialité, il ne mentionne ni l'identité des LP, ni le montant de leurs apports. La confidentialité des LP est préservée. Exactement. En interne, par contre, il faut tenir un registre des associés très précis. Et pour la gouvernance, tout est dans le LPA. Qui sont les gérants, leurs pouvoirs. Et le rôle des LPs ? Il est strictement défini pour éviter qu'ils ne perdent leur responsabilité limitée. Pas d'acte de gestion externe. C'est une ligne rouge. Compris. Et quid de la comptabilité du reporting ? Ça semble variable ? Ça l'est. Une SCSP non réglementée, c'est plus souple. Pas de dépôt obligatoire des comptes annuels. Mais attention, une tenue de livre rigoureuse reste indispensable. Et si elle est réglementée ? Alors là, c'est différent. Un fonds d'investissement spécialisé, une société d'investissement en capital à risque, ou si elle est gérée par un AIFM, un gestionnaire de fonds d'investissement alternatif, là, il faut des rapports annuels audités. Plus les obligations fiscales habituelles, j'imagine ? Oui, FATCA, CRS via l'administration des contributions directes et bientôt DAC8 qui va couvrir les cryptoactifs. La distribution des profits, sans doute ? Ah, la fameuse cascade de distribution, le waterfall. C'est le nerf de la guerre. Comment on retourne le capital investi ? Quel taux de rendement préférentiel ? Le hurdle rate pour les LPs avant que le GP ne touche quoi que ce soit ? Le partage du gâteau ? Exactement. Le mécanisme de rattrapage, le catch-up pour le GP, et puis le carried interest, ce super profit souvent partagé à 80% pour les LPs et 20% pour le GP. Sans oublier le clawback. Le clawback. Oui, cette clause qui permet aux LPs de récupérer d'éventuelles distributions excessives faites au GP si la performance finale n'est pas au rendez-vous. C'est très négocié. Et la gouvernance ? Autre point crucial.
l'étendue du devoir fiduciaire du GP, le rôle du comité consultatif des LP, le LPAC, les clauses de révocation du GP, parfois sans faute. On entend souvent parler de l'ILPA dans ce contexte. Oui, l'Institutional Limited Partners Association. Elle a une influence considérable. Ces modèles de LPA, les Model LPAs, servent souvent de référence presque de standard de marché, surtout avec les gros investisseurs institutionnels. Une sorte de régulateur de fait. En quelque sorte, oui. Et puis, il y a le contexte économique qui joue. Actuellement, les clauses sur le financement au niveau du fonds, la liquidité, les sorties, tout ça est scruté de près. Très clair. Passons aux aspects pratiques. Délais et coûts. Alors, les délais. Une SCSP non réglementée, ça peut aller vite, 1 à 3 semaines, disons. Un AIFM, le Reserved Alternative Investment Fund, c'est un peu plus long, car il faut un AFM autorisé. Et pour les fonds soumis à agrément, Là, un FIS ou une SICAR, comme il faut l'approbation de la CSF, la Commission de surveillance du secteur financier, on parle plutôt de 4 à 6 mois. et les coûts? Une fourchette? Bon, il y a les frais de mise en place, conseils juridiques, fiscaux, les frais d'enregistrement à LLBR et de publication au RSA. Et ensuite les frais annuels, l'AIFM, l'admin centrale, le dépositaire, l'audit. Pour un RAIF typique, ça peut tourner autour de 100 000 à 200 000 euros par an. Il faut aussi penser à la TVA, non? Absolument. Le risque de fuite de TVA, le VAT leakage, certains services facturés au fonds peuvent être soumis à la TVA luxembourgeoise de 17% et elle n'est pas toujours récupérable. C'est un point important. Et les prix de transfert? Oui, le transfer pricing, TP. Il faut bien justifier les frais facturés entre entités du même groupe. C'est un sujet de plus en plus regardé. Malgré tout ça, la SCCP reste très populaire. Pourquoi? Quels sont ses avantages stratégiques persistants? Plusieurs choses. La liberté contractuelle, on l'a dit, l'efficacité fiscale grâce à la transparence, la confidentialité des investisseurs LP, la rapidité de mise sur le marché pour les structures non réglementées. Et cette familiarité pour certains investisseurs? Exactement, cet effet pont de common law. Ça rassure les investisseurs anglo-saxons qui veulent accéder au marché européen. Mais cet environnement réglementaire, il bouge beaucoup. Quelles sont les évolutions majeures à avoir en tête? Le paysage se complexifie, c'est certain. AIFMD2, la directive sur les gestionnaires de fonds alternatifs, doit être transposée d'ici avril 2026. Avec quels impacts majeurs? Harmonisation des règles pour les fonds qui octroient des prêts, surveillance accrue des délégations de fonctions, obligation d'avoir des outils de gestion de la liquidité, les LMT, plus de transparence sur les frais. Au niveau purement luxembourgeois. La circulaire CSSF 245-6, qui entre en vigueur le 1er janvier 2025, elle détaille la procédure en cas d'erreur de calcul de la valeur nette d'inventaire, VNI, ou d'infraction aux règles d'investissement pour les fonds supervisés comme les FIS et SICAR. D'autres points? ESG, crypto? Oui, il y a aussi les lignes directrices de l'ESMA, l'Autorité européenne des marchés financiers, sur les noms de fonds intégrant des critères ESG. Et comme on l'a dit, DAC 8 pour le reporting des cryptoactifs. La tendance est claire. Une réglementation croissante donc. Oui, une sorte de creeping regulation. La flexibilité reste, mais elle est de plus en plus encadrée par une conformité robuste. Si on devait synthétiser les points essentiels à retenir. Je dirais 2 choses. Premièrement, le LPA est la clé. Sa maîtrise technique et juridique est absolument fondamentale. Et deuxièmement? L'ère du light touch est terminée. Une approche institutionnelle sérieuse de la conformité n'est plus juste bien, c'est une nécessité absolue pour opérer sereinement. Une dernière réflexion pour nos auditeurs? Une idée à méditer? Je dirais que la SCSP démontre une résilience et une flexibilité remarquables. Mais son succès futur, sa pérennité, dépendront vraiment de cette capacité à marier l'ingénierie juridique, qui a fait sa force initiale, avec une véritable science de la conformité. C'est cet alliage qui permettra de naviguer dans ce nouvel environnement. Ce podcast inclut du contenu généré ou enrichi à l'aide d'outils d'intelligence artificielle. Les informations partagées sont fournies à titre strictement informatif et ne constituent ni des conseils financiers, ni des conseils d'investissement, ni des conseils juridiques. Nous vous recommandons vivement de vérifier ces informations de manière indépendante et de consulter des professionnels qualifiés avant toute prise de décision. Pensez à liker et à vous abonner. Le Luxembourg Fancast en version française.